Lorsqu'on est docteur S sciences de gestion avec non pas un, mais plusieurs PhD, lorsqu'on est professeur associé à la fameuse École des mines de Paris, une école prestigieuse qui a vu passer le fondateur de Google Street View, qui a vu passer Jacques Attali, Carlos Ghosn. Ah non, on m'a dit que ce nom a été supprimé, pardon. Enfin, un bon nombre de ministres et de prix Nobel, eh bien, on acquiert une certaine notoriété. Mais lorsque vous avez lancé une campagne européenne sur 3 continents sur la gouvernance informatique, que vous avez conseillé notre département des finances et que vous avez conseillé aussi des entreprises comme L'Oréal, et la deuxième, je vais la retrouver, c'est Rolex, eh bien vous acquérez une certaine légitimité. Vous ajoutez à cela la simplicité et la disponibilité et vous obtenez Monsieur Christophe Legrenzy. Merci, bienvenue Christophe. Vous êtes directeur associé, président et fondateur d'Acadis. Quand on entend votre parcours, votre champ d'expertise, vous devez être drôlement agaçant pour vos concurrents directs. Alors pas du tout, déjà je n'ai pas l'impression que vous parlez de moi. Pourtant c'est bien vous, vous confirmez. Oui, mais c'est de la passion en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est la passion. Et voilà, moi, je suis tombé dans le digital tout petit, avec effectivement, et puis j'ai tout redoublé. Je suis effectivement 2 fois ingénieur en informatique, de gestion et industriel, parce que je trouve que c'était tellement fascinant. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière le côté ludique et que ça allait sans doute transformer. C'est pour ça aussi que je suis devenu 2 fois docteur. Alors pourquoi ? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui cet outil allait transformer dans nos organisations. Et puis vous verrez qu'il y a un autre sujet derrière, c'est finalement la valeur. Est-ce que la valeur est-elle au rendez-vous ou pas ? Ouais. Ça va être un des enjeux de votre présentation. Oui. Vous êtes allé voir aussi notre ministre des Finances, M. Uli Maurer. Vous lui avez expliqué la nouvelle économie ou comment ça se passe ? Oh, il n'a pas besoin de moi. Non, ce qui est intéressant, déjà par rapport au forum, c'est que les PME sont aujourd'hui le poumon de l'économie. Et souvent, on ne prête pas assez d'attention aux PME. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, vous les connaissez, selon que l'on met les ETI ou pas dedans, ça représente en termes de volume 95 à 99% à peu près des entreprises. Mais en termes d'emploi, les PME, quel que soit d'ailleurs le pays, si on prend en Europe, on a le cas aussi en Suisse, c'est de l'ordre de 2/3 des emplois. En Suisse, aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes dans les PME et qu'1,5 million de personnes dans les grandes entreprises. Mais qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que les nouveaux emplois sont entre 85 et 90% dans les PME. Donc voilà pourquoi c'est un monde fascinant. Ouais. Et voilà pourquoi c'est le poumon de l'économie. Absolument. Bonne présentation. Merci. Alors, moi je me suis dit, en écoutant Xavier Comtesse, Cédric, qu'est-ce que pouvait être Forum dans 10 ans ? Et à mon avis, je fais le pari devant vous, quand je vois le niveau des premiers intervenants, alors moi vous verrez, ce sera un petit peu en dessous, mais quand je vois le niveau des premiers intervenants, pourquoi Forum dans 10 ans ne remplacera pas le World Economic Forum ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'on est plus proche des vraies préoccupations de l'économie aujourd'hui et des décideurs. Alors je vais modestement essayer de parler de 3 notions, la gouvernance, valeur et tout ce qui touche au changement. Alors déjà, la fameuse crise de la Covid aujourd'hui a largement aidé la numérisation de nos entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'en matière d'équipement, on a fait un bond d'environ 6 ans. Si on regarde, et le sondage était tout à fait à propos de François, c'est qu'on a une entreprise sur 3 qui annonce très clairement avoir augmenté son budget consacré à la transformation numérique. Et en fait, aujourd'hui, une large majorité des entreprises se disent déjà digitalisées. Alors, est-ce que digitaliser veut dire qu'on est aujourd'hui dans un optimum ? Que le business model de l'entreprise, que sa création de valeur, sa création de marge aussi, soit au maximum ? On verra que non. Il y a encore un énorme potentiel à faire, évidemment au niveau des PME, mais aussi des grandes entreprises et aussi au niveau de l'État. Je me rappelle, le 29 mars, vous vous souvenez peut-être, un article dans Le Temps qui titrait « Pourquoi le retard numérique de la Suisse est dramatique ?»
Et le même jour, on avait un autre article qui disait « Le système de santé numérique suisse est moyenâgeux ». Alors vous verrez que oui, c'est préoccupant, mais pas autant que ça. Alors pourquoi pas autant que ça? Tout simplement parce que ce que je souhaitais, et très modestement partager avec vous, c'est plus de 10 ans de recherche, parce qu'aujourd'hui, nous, au sein de l'entreprise que je représente, à Cadis, on investit à peu près 5 à 10% de notre chiffre d'affaires annuellement dans la recherche. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien, on observe que le monde est en pleine mutation. On n'est pas dans des logiques, comme on nous a appris à l'école, de traiter le compliqué, mais on est arrivé dans un monde complexe. On ne connaît pas forcément quels sont les futurs business models. Dans le monde industriel, quand nous sommes nés, ce n'était pas le cas au début, à l'ère des pionniers, le monde était compliqué. Comment est-ce qu'on créait de la richesse? C'était facile. On faisait la même chose et on produisait beaucoup plus. C'est tout le monde industriel tel qu'on l'a connu. Mais ce monde-là était déterministe. Pourquoi? Parce que les grandes innovations, elles étaient derrière nous. Et quand les grandes innovations sont derrière nous, il suffit de faire la même chose et d'optimiser. C'est ça qui était le premier pourvoyeur de création de richesse dans le monde. Il est très clair qu'aujourd'hui, on est en train de quitter ce monde industriel, et il faut le dire, mais je reviendrai là-dessus. Alors justement, plus de 10 ans d'études, de toutes les recherches, les études dites sérieuses, académiques sur le sujet, nous ont amené une surprise assez phénoménale qu'on aimerait justement bien partager avec vous. Et vous allez voir, elle tient en finalement une règle très simple à retenir qui s'appelle la vision qu'on a appelée nous-mêmes la vision 333. Déjà, qu'est-ce qui change? On a des leviers fantastiques qu'on n'avait pas dans le monde industriel, ce sont les leviers numériques. On a aussi constaté pourquoi les entreprises avaient autant de mal à créer de la valeur. Et je reviendrai sur ce point-là. Parce qu'il y a des pièges qui sont importants, dans lesquels tombe une PME, tombe une grande entreprise, tombe une administration. Et on a aussi des facteurs clés de succès nouveaux, qu'on a oubliés, des recettes qui ont marché, mais qui aujourd'hui doivent être renouvelées, mises à l'ère du temps. Alors ces 3 leviers, justement, rapidement, vous les connaissez. D'abord le levier technologique, il est phénoménal. On a aujourd'hui des technologies absolument fantastiques, au niveau du SEO, pour la recherche sur Internet, les impressions 3D, tout ce qui est reconnaissance faciale, évidemment je vais aller jusqu'à l'intelligence artificielle, le digital twin, etc. Ça, ce sont des leviers, on n'a jamais eu autant de possibilités aujourd'hui technologiques. Il y a un deuxième levier qui lui aussi est tout aussi phénoménal, voire plus, c'est la data. Et la data sous toutes ses formes, la donnée brute jusqu'à l'intelligence ou la conscience. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le levier vraiment digital au sens des nouveaux concepts digitaux. Alors ça, vous avez une liste de ce qui était quasiment inimaginable avant, dans le monde industriel classique matériel. Quand on parle de dématérialisation, de désintermédiation, de plateformisation, de toute l'utilisation des réseaux sociaux, je peux sauter le freemium, l'inbound marketing, la long tail. Tout ça, ce sont de nouvelles façons de faire. Ça va au-delà de la technologie, mais qui permettent de repenser nos activités, nos processus. Eh bien, la question clé aujourd'hui dans les entreprises est de savoir, est-ce que ces 3 leviers sont-ils d'abord connus et sont-ils utilisés? C'est-à-dire, quand on dit utilisés, remis en perspective avec le business model actuel de l'entreprise. Et là, vous verrez, donc une étude qu'on a menée auprès de centaines de PME, et d'entreprises un peu plus grandes, type ETI et autres, en fait, on n'a que 15 à 25% de ces entreprises qui remettent soit les technologies, soit la data, soit ces nouveaux concepts digitaux en perspective de leur fonctionnement. C'est-à-dire que la plupart, ce qu'elles font, vous verrez, c'est qu'elles utilisent la techno pour utiliser la techno. Mais elle ne la remet pas forcément en question, tout comme la data, tout comme ces concepts digitaux, par rapport à ce qu'on appelle sa chaîne de valeur. Premier élément. Quand on passe au piège, il y a des leurres qui sont importants et qui empêchent aujourd'hui les entreprises de créer de la valeur. Alors en fait, on a 2 chiffres
qui sont terribles, deux approches. L'approche d'abord des macroéconomistes, qui est représentée par cet homme qui s'appelle Robert Merton Solow, prix Nobel, qui a dit un jour, écoutez, vous me parlez tous d'informatisation. Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. C'est ce fameux paradoxe, parce qu'il dit, attention, pour vous, investir dans les technologies, c'est être plus performant. Eh bien, écoutez, moi, en tant que macroéconomiste, qui ai notamment étudié toute l'économie américaine, qui a investi 10 ans avant toutes les autres, eh bien, force est de constater qu'on n'est pas plus performant que les économies qui n'ont pas investi. Maintenant, le point de vue des microéconomistes, ceux qui étudient projet par projet, eh bien, là, on a quasiment un invariant, une convergence des études, et vous allez voir qu'elle est intéressante, cette convergence, puisqu'il n'y aurait, tenez-vous bien, que 5 à 10% des projets de digitalisation qui sont en mesure de montrer la valeur qui a été promise au comité d'investissement ou au comité de direction une fois la solution mise en production. Vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un projet sur 10 à un projet sur 20 qui apporte une véritable valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà les points de vue des macroéconomistes et des microéconomistes qui se rejoignent. Alors pourquoi ? On s'est posé cette question. Alors, pour aussi aller un tout petit peu plus loin sur les 5 à 10%, c'est indépendant, agnostique de la technologie. On a exactement les mêmes pourcentages pour des projets ERP, des projets CRM, des projets d'IoT, des projets d'intelligence artificielle, puis les derniers chiffres sont sortis sur le big data récemment. C'est 5 à 10% seulement qui sont synonymes de création de valeur constatée une fois la solution mise en production. Alors pourquoi ? Eh bien la science, une nouvelle fois, nous aide. La première raison, c'est qu'il y a un fantasme technologique. Alors je ne vous cache pas qu'il est largement poussé par l'industrie informatique et télécom elle-même. Elle nous fait croire qu'il suffit d'acheter une techno pour que la valeur soit au rendez-vous. Ben non, vous pensez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Deuxième raison, la gouvernance. Alors qu'est-ce que signifie gouvernance déficiente ? Ben, c'est que souvent, les projets ne sont pas pilotés par le plus haut niveau de l'entreprise. Et on s'aperçoit que si la valeur doit être au rendez-vous, ben c'est souvent, ça nécessite des changements organisationnels, des changements de structuration. C'est-à-dire, on va chambouler quelque part l'entreprise. Et si la tête n'est pas en phase avec ça ou n'est pas impliquée, il y a peu de chances de créer de la valeur. C'est le deuxième facteur. Et le troisième, c'est qu'on est encore obnubilé par la technologie. La technologie pour la technologie. C'est-à-dire, on parle de projets informatiques. On ne parle pas de projet d'entreprise. Mettre en place un ERP, ce n'est pas un projet informatique. C'est d'abord un projet d'entreprise. Quand on parle aujourd'hui de dématérialisation des factures, ce n'est pas un projet d'informatique. Il y a un outil, évidemment, ou des outils candidats, mais c'est d'abord des projets d'entreprise. Voilà les 3 pièges qui empêchent aujourd'hui de créer de la valeur. Et enfin, si on regarde aujourd'hui les statistiques, et là c'est terrible, parce qu'on s'aperçoit que 80 à 85% des entreprises tombent dans l'un des pièges. Et si je cumulais, j'ai plus de 90 à 95% des entreprises qui sont au moins dans 2, voire 3 pièges. Alors une fois qu'on a dit ça, heureusement, il y a des entreprises qui réussissent. Soit ce sont des nouvelles entreprises, soit ce sont des entreprises, à l'instar de Felco, d'API, que vous avez pu entendre, qui se repensent et qui effectivement créent de la valeur. Alors forcément, je parlais au World Economic Forum, je disais que dans 10 ans, je fais le pari que tu peux remplacer cette noble institution et professeur Klaus Schwab, pour lequel j'ai une admiration évidemment sans borne, mais il a commis un ouvrage. Et cet ouvrage, pour moi, est terrible, parce qu'il l'a appelé la 4e révolution industrielle. Vous savez que le professeur Schwab est un ingénieur, est un docteur, issu d'une famille aussi d'ingénieurs, et c'est l'homme aujourd'hui qui conseille les grands de ce monde. Eh bien, je pense vraiment en toute modestie qu'il y a là une erreur.
Le monde aujourd'hui, la révolution qu'on connaît, c'est une autre révolution. Ce n'est pas une énième révolution industrielle. Ce n'est pas la révolution on va dire, de la machine à vapeur, de l'électrique, de l'électronique. C'est beaucoup plus que ça. On est aujourd'hui dans sans doute la deuxième plus grande révolution qu'ait connue notre économie, qui est vraiment une révolution de fond, et que j'appellerais plutôt révolution informationnelle, servicielle, puisque c'est vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, on regarde aujourd'hui les emplois. Tiens, on prend juste la dernière étude de la CVCI, nous montre que 90% des emplois en Suisse se font devant un ordinateur. 90%. Donc on n'est plus vraiment dans le monde industriel, on l'a quitté. Eh bien, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui les entreprises qui réussissent, qui dépassent cette culture industrielle? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans l'industrie, mais qui la dépassent, qui la transcendent. Eh bien d'abord, elles ont une stratégie. Il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui qu'il faut être à court terme. Non. Aujourd'hui, l'élément clé qui caractérise des entreprises qui réussissent, à commencer d'ailleurs par les GAFAMI, on va prendre là des mastodontes, mais qui peuvent inspirer évidemment les PME, eh bien, elles ont toute une caractéristique, c'est qu'elles réfléchissent à plus de 10 ans. Mais elles ne réfléchissent pas comme on le faisait avant. Le fameux business model Canvas, elles réfléchissent différemment. Elles réfléchissent en intégrant le numérique, les 3 leviers notamment, en regard de leur chaîne de valeur. Et surtout, elles pensent différemment. Elles pensent business model asymétrique. On est capable aujourd'hui, sur son propre savoir-faire, là on investit le plus, prenez Google, eh bien c'est le moteur de recherche, encore aujourd'hui, en termes de R&D, c'est là où ils ont les plus gros budgets d'investissement. Eh bien, Google tire 0% de chiffre d'affaires et de revenus de son savoir-faire. On va être dans des business models beaucoup plus complexes, à 2, à 3, à 4 bandes. C'est-à-dire que business model, si je prends Google, vous connaissez tous leur façon de faire. Le fait de donner un service gratuit, eh bien, fait qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Et on va monétiser les gens qui viennent devant leur vitrine. Ça, c'est la deuxième bande. Mais non seulement on monétise, en plus on observe. Et en observant, on capte de la data qu'on revend. Voilà le troisième business model. Le premier, il rapporte 0. Le deuxième rapporte aujourd'hui plus de 70% du chiffre d'affaires de Google. Le troisième est un peu plus de 30%. Donc, il faut penser différemment. Il faut penser business model asymétrique et data-centrique, puisque la donnée, c'est effectivement le pétrole des temps modernes. Culture-valeur. Dans le monde industriel que j'ai connu, au début de ma carrière, on parlait optimisation, optimisation, optimisation. Évidemment, on parlait un peu d'innovation, mais c'était d'innovation incrémentale, améliorer le produit. Ce n'était pas des innovations de rupture, puisque tout avait de toute façon déjà été inventé. On était clairement dans une démarche de coût. Aujourd'hui, il faut être dans une démarche d'innovation, il faut investir, il faut se tromper. Parce que tout simplement, on ne sait pas quels sont les futurs modèles qui vont fonctionner. Pour Felco, on a vu un exemple extraordinaire. Est-ce que c'est ça exactement qui va marcher? Je ne sais pas. J'ai quelqu'un chez moi qui a notamment coaché dans mes équipes le patron de Blablacar. Frédéric Mazella lui-même dit que j'ai testé 6 business models et les 6 business models ne marchaient pas. C'est que le 7e qui fonctionnait. Je ne savais pas qui il fallait que je fasse payer, combien, etc. Donc la culture de valeur, elle est clé aujourd'hui. Et puis surtout, et ça c'est le plus terrible, c'est qu'on sera obligé de penser différemment. L'industriel, on a tous été formés, on est ici au sein d'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs au niveau mondial. Eh bien, la pensée analytique est clé. Les mathématiques ont été souvent la première discipline. Or non, aujourd'hui on s'aperçoit que les mathématiques c'est super pour le think in the box, maîtriser le compliqué, pas forcément maîtriser la complexité. Eh bien la complexité c'est un autre challenge. C'est un challenge qui demande beaucoup de modestie, parce qu'on est incapable de savoir qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Regardez une solution comme Twitter, elle est extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Jack Dorsey gagne de l'argent avec Twitter? La réponse est non. Il n'a toujours pas trouvé son business model. Donc il faut tester, il faut laisser aussi le temps au temps. Et donc ça veut dire qu'il faut penser de manière différente. Juste pour vous donner un exemple des grands théoriciens de la pensée systémique, Ludwig von Bertalanffy.
Qui en a déjà entendu parler? Qui n'a pas compris la question? Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on a été modelé, moi le premier, à cette pensée qui nous permet de gérer le compliqué, pas forcément le complexe. Et ça, dans nos entreprises, ça va aussi être quelque chose qu'il va falloir travailler. Aider les personnes, aider les collaborateurs à penser différemment. Donc, ce cher professeur Clochevin ne m'en veuille pas, mais je pense qu'on n'est pas dans une 4e révolution industrielle. Je pense qu'on est clairement dans une nouvelle révolution qui a d'autres caractéristiques. Ces caractéristiques, il faut les comprendre, il faut les intégrer. La donnée, ce n'est pas la même chose qu'un produit. Un produit, ça s'use. Une donnée, ça ne s'use pas forcément. Un produit, une voiture, quand on la refait, il y a un vrai coût derrière. Une donnée, quand on la reproduit, il y a un coût marginal. Il y a plein de caractéristiques terribles, vous verrez, qui vont conditionner justement nos business models. Alors quand on interroge les entreprises, eh bien vous allez voir que là, effectivement, on est assez loin d'avoir les facteurs clés de succès pour transformer nos organisations en utilisant tous les leviers, toutes les opportunités qui se prêtent à nous. Et ça, pour moi, c'est un vrai travail de fond. C'est, je pense, qu'il n'y aura pas de création de valeur sans effectivement attaquer nos organisations en mettant à plat tous les éléments, tous les concepts, et vous verrez qu'ils ne sont pas si compliqués, en utilisant les leviers technologiques, en évitant les pièges, et surtout en s'inspirant des facteurs clés de succès qui ont fait notamment le succès des GAFAMI. Alors c'est quoi le processus de transformation? En fait, ce n'est pas très compliqué, ça par contre à expliquer. Il ne peut pas y avoir entreprise, PME, s'il n'y a pas à un moment donné une mission, une vision, une envie quelque part. On appelle ça aussi une ambition. Et qu'est-ce qui fait? La première caractéristique, ce sont 2 dispositifs managériels qui sont très importants, qu'on a un peu oubliés. La stratégie d'un côté, qui permet de se projeter à 5 ans, à 10 ans. Et l'innovation, qui permet constamment d'être en veille. C'est plutôt la tactique, et de voir, en étudiant le marché, en imaginant aussi d'autres futurs pour ces produits, eh bien tout ça, ça va nous donner des idées. Mais les idées, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les mettre en œuvre. Non. Parce qu'il faut essayer d'appréhender la valeur. Qu'est-ce qui va nous rapporter de l'argent pour payer nos collaborateurs, nos actionnaires, etc. Et ça va nous donner des projets. Donc on voit dans ce processus de transformation une certaine logique. De la stratégie d'innovation à l'analyse de la valeur, on en fait des projets, et ces projets vont nous amener des solutions. Et évidemment, ces solutions, pour créer de la valeur, il y a la gestion du changement. Eh bien, pour nous, le processus de transformation, il est là. Il n'est pas si compliqué à décrire. Mais souvent, on me dit, Christophe, est-ce que tu pourrais venir voir le niveau de maturité, de transformation numérique de notre entreprise? Je dis, finalement, ce n'est pas si compliqué. Pourquoi? Parce que le niveau de performance d'une chaîne est équivalent à la performance du maillon le plus faible. Et moi, je rencontre des entreprises aujourd'hui qui, en gestion de projet, agile, cycle classique, sont vraiment des cas d'or. Le problème, c'est qu'elles ne choisissent pas les bons projets. Donc elles font très bien les mauvais projets. Donc vous voyez, il vaut mieux être moyen aujourd'hui. Il vaut mieux être moyen sur ces différentes composantes. Vous serez sans doute bien plus performant au final. Alors, évidemment, vous avez un cycle d'idéation, vous avez un cycle de valuation, vous avez un cycle de réalisation et un cycle de change. Finalement, quand on regarde, s'il y a 3 choses à retenir, en haut, c'est de la gouvernance. Et la gouvernance, ça implique les instances dirigeantes de l'entreprise. Si votre conseil d'administration, si votre comité de direction n'est pas convaincu, c'est même pas la peine de continuer. Donc la gouvernance, et là, il y a énormément d'études académiques très récentes, qui datent de moins de 15 ans, qui montrent qu'il y a une corrélation très forte entre la performance d'une entreprise et le niveau de maturité en gouvernance. Ça a été démontré aujourd'hui. On pensait d'ailleurs qu'entre informatique et création de valeur, le premier facteur, c'était les budgets. Il n'y a aucune corrélation entre le montant des investissements ou le budget de fonctionnement et la création de valeur d'une entreprise. Aucun. Ensuite, on pensait que c'était basé sur les technologies. Aucune corrélation entre les technologies utilisées et la création de valeur.
Par contre, le troisième facteur, c'est le facteur de la gouvernance. Pour faire simple, c'est l'implication de la tête de l'entreprise. Et vous pensez évidemment au patron de la PME, c'est lui, et que lui, quelque part, avec ses collaborateurs qui doivent être convaincus. Premier élément. Deuxième approche valeur. Évidemment, si on parle que coût, on n'ira pas très loin. Et enfin, le change. Parce qu'on a oublié, on rêve encore qu'on peut créer de la valeur juste avec un coup de baguette magique. Non, ça demande du travail, ça demande des changements organisationnels, des changements dans les compétences, dans plein de choses. Et ça demande aussi, et surtout, un courage managérial important. Voilà ce que je voulais modestement partager avec vous, en vous souhaitant le meilleur, en tout cas pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Legrenzi. Merci. Vous avez parlé de ces 3 pièges, technologiques, managérial, organisationnel. Est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus par rapport aux autres, selon vos expériences? Alors très clairement, le piège technologique, c'est terrible. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les technologies sont aujourd'hui promues par l'industrie informatique et télécom. J'ai rien contre elle, je l'adore. Mais c'est elle aujourd'hui qui gagne beaucoup d'argent et elle nous fait prendre des raccourcis pour mieux vendre, plus vendre. Mais malheureusement, ce n'est pas synonyme de création de valeur chez le consommateur. C'est ça aujourd'hui le défi. Que faire contre ce fantasme justement technologique dont vous parliez? Alors très clairement, je pense que tous les projets qui sont vus d'abord d'un point de vue technologique, d'ailleurs là il y a énormément d'études qui le montrent, elles se concentrent sur le comment. Jamais sur le quoi. Il y a d'ailleurs même des études qui montrent, quand on regarde les premiers cas d'entreprises qui ont créé un avantage compétitif en utilisant l'outil informatique, je pense à Sabre d'American Airlines, là on est dans les années 56 à 60, McKesson dans la répartition des produits pharmaceutiques, Benetton dans le textile, il y a une caractéristique, c'est qu'elles n'utilisent jamais des technologies qui viennent de sortir, jamais. Donc vous voyez que le côté nouvelle technologie n'est pas la solution. La solution, c'est justement de penser une autre manière de faire. Et oui, c'est ça qui crée de la valeur. Il y a le quoi et il y a le pourquoi aussi. Exactement. Fondamental. Ouais. C'est exactement ça. En fait, ce que les chercheurs ont démontré, c'est que quand on était sur une nouvelle technologie, déjà, elle n'est pas stable, elle coûte cher, on passe toute son énergie sur maîtriser l'outil, c'est-à-dire sur le comment, au détriment du quoi et du pourquoi. Il y a quelques questions, Cédric? Oui, il y a quelques réactions et questions. Tout d'abord, Clément qui a posé très rapidement au tout début de la présentation. Comment accompagnez-vous les impacts, perturbations que génère le changement sur les aspects organisationnels et humains, entre parenthèses FOH, par exemple l'identité professionnelle qui est challengée par la digitalisation? Alors en fait, on accompagne à tous les niveaux, à commencer par la tête, évidemment, mais il n'y a pas que la tête. Aujourd'hui, il faut observer chaque strate de l'organisation. Il faut que chaque strate... Vous savez, quand il y a un changement, c'est difficile un changement. L'homme adore le changement, sauf si le changement le concerne directement. Et vous savez que ce qu'on appelle la pathologie la plus présente dans nos organisations s'appelle l'homéostasie. Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie? C'est la résistance au changement. On pense que 80 à 90% des collaborateurs d'une organisation ne veulent pas changer. Alors vous pensez bien qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et ce point d'inflexion, il faut le passer. Comment le passer? Il faut que la tête, il faut que les collaborateurs l'aient dans le ventre, qu'ils se rendent compte. Vous savez, il y a eu un livre là, qui est sorti sur Jeff Bezos, où Jeff Bezos a essayé d'inculquer cette culture à chacun de ses collaborateurs, parce que ça devient une grande entreprise de logistique, sans doute une des plus grandes maintenant au monde. Eh bien, le titre de cet ouvrage, c'est « Always Day One ». Il demande à tous ses collaborateurs de rentrer chaque matin dans l'organisation comme si c'était le premier jour. Terrible. Il y a une jolie expression managériale qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Je ne l'aurais pas faite celle-là, mais elle est pas mal aussi. Deuxième question. Pline l'Ancien d'ailleurs, c'est le grec Pline l'Ancien. Oui, c'est une expression japonaise. Alors j'ai Julien qui nous demande est-ce que les modèles économiques basés sur le capitalisme de surveillance vont s'éteindre et que les GAFA devront renouveler, et si oui, comment vont se réorganiser des sociétés comme Facebook ou Google? Oui, alors aujourd'hui, il est clair que ces sociétés sont extrêmement agiles, extrêmement malines, font de l'optimisation fiscale
au détriment de nos organisations locales. Si on regarde aujourd'hui le chiffre d'affaires que fait Google et les taxes qu'il paye en Suisse, vous verrez qu'il y a une disproportion totale. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'anormalité parce que les PME, justement, celles qu'on doit protéger, qu'on doit chérir, n'ont pas tous ces leviers. Et donc oui, je pense qu'il est... C'est en route, le processus est en route. On le voit. Mais Irlande, c'est urgent aujourd'hui, c'est vraiment urgent. Dans ce modèle de création de valeur, de richesse qui vous est cher, est-ce que les PME sont prétéritées par rapport aux grandes entreprises? Les PME sont prétéritées dans cette recherche. Ouais. Alors, c'est assez compliqué à dire, en fait, parce que ça dépend un peu des secteurs, ça dépend... on ne voit pas de pattern particulier. Aujourd'hui, quand on regarde vraiment la création de valeur, si on prend les PME au sens start-up, on pense que c'est elles, dès qu'elles se mettent sur un nouveau business, qui vont capter en fait l'essentiel de la valeur. En fait, ce n'est pas vrai. Quand on observe, ce sont les grandes entreprises classiques, anciennes entre guillemets, qui ont compris et qui ont déjà quelque part, qui sont en train de se convertir. Elles captent à peu près aujourd'hui 2/3 de la création de valeur, au détriment des PME. Encore une question? Encore une question d'Andrea qui nous dit: la création de valeur peut-elle être remplacée par le bien-être et favoriser l'humain, digitaliser, numériser pour le confort, pour optimiser et non pas seulement pour l'argent? N'est pas le futur et ce vers quoi l'on tend? Remplacer l'humain au centre. Évidemment. Vous savez, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'est-ce qu'a apporté la révolution industrielle pour les pays qui l'ont fait. En fait, en 10-20 ans, on a multiplié le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le PIB par habitant, d'un facteur 5 à 10. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ceux qui n'ont pas fait la révolution industrielle travaillaient beaucoup plus, c'est-à-dire 10 à 12 heures par jour. Alors ceux qui ont fait la révolution industrielle ont travaillé plus que 8 heures. Donc oui, on met malheureusement trop en avant, et notamment dans mon discours, le côté dollar. Mais non, il faut parler quelque part de valeur économique et sociale, parce qu'il n'y aura pas de réussite, en tout cas au niveau global, au niveau d'une nation, si la valeur n'est pas partagée. Et ça, c'est un autre enjeu, c'est que le monde industriel a su partager la création de valeur. On cite souvent Taylor en disant il était terrible, capitaliste primaire, pas du tout. Taylor a été un homme qui, quand il y avait création de valeur, partageait avec les collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il les voyait comme des agents économiques, voulait les enrichir pour qu'ils consomment plus et qu'on rentre dans un cercle vertueux. Ça, aujourd'hui, cette répartition est cassée, aujourd'hui, très clairement. Et ça, c'est un vrai souci, effectivement. Merci beaucoup. Merci pour votre expertise, votre regard, votre expérience. Modeste. Merci, monsieur Legrenzy. Okay.